En août 2018, Greta Thunberg a lancé en Suède la première grève étudiante pour le climat, en réaction aux vagues de chaleur et aux nombreux feux de forêt ayant ravagé le pays pendant l'été. La jeune lycéenne décide de ne pas aller en cours jusqu'aux élections législatives de septembre pour protester contre l'inaction des pouvoirs publics. 9 mois plus tard, la mobilisation a pris de l'ampleur et a gagné la plupart des pays européens, et de nombreux établissements scolaires ont rejoint le mouvement, y compris l'université Paris-Dauphine. Ce mouvement s'est amplifié et le 15 mars, une grève internationale des étudiants a été décrétée. La raison principale de ce mouvement est la détresse face à l'incapacité des pouvoirs publics à répondre réellement à la question écologique et à en saisir les conséquences sociales et politiques. Or, les rapports scientifiques sont sans appel. Le réchauffement climatique aura des conséquences désastreuses, non seulement sur l'environnement, mais également sur l'immigration, l'économie ou la santé. Le rapport du GIEC, par exemple, montre que les politiques actuelles, malgré les engagements de la COP21, ne permettraient même pas d'éviter une augmentation de la température de 3 degrés d'ici à la fin du siècle. Si cela se confirme, on assisterait à des extinctions de masse d'espèces animales, au développement de l'insécurité alimentaire et aux migrations de masse. Ainsi, les étudiants se mobilisent et réclament un changement important et rapide. Certains étudiants français réclament même, par allusion aux événements récents, un état d'urgence écologique, c'est-à-dire la restriction de certaines libertés, même fondamentales, des citoyens. Nous entrons alors dans un débat d'ordre plus philosophique, qui est celui de savoir ce que l'on peut accepter pour la sauvegarde de la planète. Nous allons donc devoir agir rapidement pour changer nos modes de consommation et de production et entamer une réelle transition écologique. Pour financer cette transition, plusieurs leviers économiques sont envisageables, de l'imposition à la création monétaire en passant par les nudges et autres incitations. Nous chercherons à savoir comment nous pouvons financer une transition écologique qui permette de limiter le réchauffement climatique. Il s'agira de voir dans un premier temps à quel point la situation est urgente, en quoi consiste le réchauffement climatique et quelles en sont les conséquences. Nous nous intéresserons ensuite aux solutions proposées pour changer les modes de consommation et de production, et verrons quelles en sont les limites. Enfin, nous nous tournerons vers des mesures moins conventionnelles pour répondre à cette crise et interrogerons le risque qu'elles peuvent constituer pour notre liberté. D'abord, essayons de comprendre ce qu'est le dérèglement climatique et quelles en sont les conséquences. En octobre dernier, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié un rapport démontrant scientifiquement les causes humaines des bouleversements climatiques. Et ses conclusions sont alarmantes. Selon certains scientifiques, dans la lignée de Paul Crutzen, nous sommes rentrés dans une nouvelle ère géologique, l'Anthropocène, c'est-à-dire l'ère de l'homme. L'humanité est devenue le principal facteur de modification de l'écosystème. Nos activités ébranlent tous les grands équilibres. Émissions de gaz à effet de serre, usage des énergies fossiles, fonte des glaces, dégradation des sols, déforestation, érosion de la biodiversité, etc. Les exemples sont nombreux, mais nous allons nous arrêter sur 2 d'entre eux, la biodiversité et le dioxyde de carbone. La biodiversité d'abord. En 50 ans, le nombre de vertébrés sauvages a diminué de 60%. En 25 ans, le nombre de lions a diminué de 40%. Le taux d'extinction est d'environ 500 fois supérieur au taux moyen naturel constaté dans l'histoire récente de l'évolution de la biodiversité. C'est un rythme sans précédent depuis l'extinction des dinosaures il y a 66 millions d'années. Nous sommes à l'origine de ce que le biologiste Edward Wilson appelle la 6e extinction, la vie ayant connu depuis son apparition sur Terre 5 extinctions majeures. On parle d'extinction de l'Holocène. Les causes sont bien connues, et elles sont humaines. Pollution, surexploitation, modification des habitats de vie, changement climatique, etc. Un autre élément très présent dans le débat est le dioxyde de carbone. Une hausse de la température supérieure à 2 degrés conduirait à une fonte totale de la banquise en Arctique à la fin du siècle. Pour avoir de bonnes chances de rester sous la barre des 2 degrés, des actions doivent être prises dès aujourd'hui. En effet, il y a une inertie climatique. Chaque fois que du CO2 est émis dans l'atmosphère, il met du temps à faire effet, ce qui signifie que le CO2 que l'on a émis aujourd'hui va entraîner un réchauffement dans les prochaines décennies. Selon le GIEC, il est nécessaire qu'il y ait une inversion de la courbe des émissions de CO2 en 2020 et une diminution extrêmement rapide de ces émissions pour parvenir à 0 émission nette en 2050. Donc il nous reste très peu de temps pour réduire durablement nos émissions de CO2. Or, ce n'est pas vraiment la tendance. Depuis 1945, les émissions mondiales n'ont jamais diminué, sauf pendant les crises économiques. Le problème, c'est que la croissance de cette pollution n'est pas linéaire mais exponentielle, ce que le cerveau humain a du mal à appréhender.
il nous fait percevoir l'apocalypse écologique comme un événement possible à une échéance extrêmement lointaine, alors qu'il est prévisible à un horizon de 50 ans. Penchons-nous maintenant sur les incidences sociales de ces bouleversements climatiques. 3 problématiques sont particulièrement intéressantes à étudier. Les conditions de vie, les mouvements de population et les inégalités de richesse. Les conditions de vie des individus sont directement affectées par les bouleversements environnementaux. Selon l'OCDE, il y aurait 7 millions de morts par an du fait de la pollution, principalement en Inde et en Chine. Il y a donc plus de morts liées à la pollution de l'air que de morts liées à la consommation d'alcool. Ces risques de santé vont se multiplier du fait des vagues de chaleur, des phénomènes de sous-alimentation ou encore du manque d'eau potable. Cette dégradation des conditions de vie va devenir un réel enjeu de dépenses publiques. D'après l'OCDE, les coûts de soins de santé liés à la pollution de l'air passeront de 21 milliards de dollars en 2015 à 176 milliards en 2060. Ensuite, il faut s'attendre à un accroissement notable des déplacements forcés de population. Les causes de ces mouvements sont nombreuses. La montée des eaux, qu'on estime atteignant 1 mètre à la fin du siècle. Les hausses de température, comme au Sahel, où la sécheresse est la plus forte depuis 1600 ans. Ou encore la raréfaction de l'eau potable, qui entraîne déjà de nombreux conflits, les guerres de l'eau, notamment sur la zone entre Gibraltar et le nord de la Chine. En géopolitique, cette zone s'appelle la diagonale de la soif. En 2050, il y aura donc 140 millions de réfugiés climatiques par an. Ces migrations de masse entraîneront des tensions géopolitiques, des vagues de pauvreté et des crises économiques. On peut voir sur cette carte les principaux flux de migration. Les zones équatoriales sont les lieux de départ, notamment l'Afrique centrale, une zone peuplée, pauvre et particulièrement touchée par le réchauffement climatique. Les lieux d'arrivée sont les pays du Nord. Ainsi, les changements climatiques vont aggraver les inégalités de richesse. Déjà aujourd'hui, on remarque que les inégalités sociales et les inégalités environnementales tendent à se cumuler. 45% des plus pauvres produisent 7% des émissions, et les 7% les plus riches produisent qu'à 50% des émissions. Les inégalités environnementales sont des inégalités liées aux différences d'accès aux ressources naturelles et au développement. Elles contribuent aux inégalités sociales car elles sont souvent associées à des inégalités de santé et d'espérance de vie, et donc à une inégalité des chances et a fortiori à des inégalités économiques de revenus. Et paradoxalement, les pauvres profitent plus à la marge des biens gratuits, et donc ils retirent une utilité plus grande d'une amélioration de l'environnement. Le phénomène de havre de pollution renforce ce cercle vicieux. Un havre de pollution est une zone géographique, souvent un pays du Sud, où les conditions réglementaires sont moins strictes que dans les autres pays industrialisés. L'entreprise de pays industrialisés y délocalise ses bureaux et usines afin de réduire son coût de production au prix d'une dégradation de l'environnement et donc des conditions de vie des habitants de ce pays. On peut aussi étudier les conséquences économiques du dérèglement climatique. Si le sujet de l'impact de l'activité économique sur le dérèglement climatique est souvent abordé, le contraire l'est bien moins. Selon un rapport de l'OCDE, les coûts marchands de la pollution de l'air résultant de la baisse de productivité du travail, de l'augmentation des dépenses de santé et des pertes de rendement agricole se traduiront par des coûts économiques annuels globaux représentant 1% du PIB mondial à l'horizon 2060. Les pertes du PIB sont particulièrement fortes en Chine, moins 2,6%, et dans la région caspienne, moins 3,1%. En effet, la pollution, et plus largement le dérèglement climatique, a un impact sur la production de biens. Prenons l'exemple de production agricole. Les changements climatiques ont eu un impact négatif sur les rendements de la plupart des cultures. Par exemple, en 2016, la production de blé a chuté de 30% du fait des inondations. Plus le rendement des cultures varie selon les années, et plus les variations de prix pèsent sur les populations les plus pauvres, gênant les anticipations. Les bouleversements environnementaux ont donc bien un coût direct pour les sociétés. Les incendies, les inondations, les tempêtes et autres catastrophes naturelles se multiplient. Elles ont plus que triplé en 50 ans. Certaines entreprises sont directement touchées par ces catastrophes naturelles. Début 2019, Pacific Gas and Electric Company, l'EDF de la Californie, s'est déclaré en faillite suite aux violents feux de forêt de cet été. Il s'agit de la première victime du climat à la bourse. De plus, les catastrophes naturelles ont un coût pour les collectivités et les compagnies d'assurance. Les pertes des assurances liées aux catastrophes naturelles ont doublé entre 2017 et 2018. Il est possible d'estimer le coût de ces catastrophes car elles touchent directement les activités humaines. Cependant, comment estimer le coût de cette forêt détruite pour construire un centre commercial, ou de cette espèce de papillon disparu ? Le PIB, par exemple,
ne prend pas en compte la richesse environnementale d'un pays. Au contraire, si une forêt est détruite pour construire un centre commercial, cela produit de la valeur. Il faudrait ajuster les comptes nationaux avec un PIB vert pour tenir compte des changements survenus dans l'environnement. Mais encore une fois, le problème de la valeur de la nature doit être posé. Comme le disait Keynes dans La pauvreté dans l'abondance, nous détruisons la beauté des campagnes parce que les splendeurs de la nature n'étant la propriété de personne n'ont aucune valeur économique. En effet, il n'y a pas de définition complète des droits de propriété de la nature, ce qui gêne la prise en compte de l'environnement dans les calculs des acteurs. De plus, les calculs des acteurs dépendent du taux d'actualisation choisi. Par exemple, Nordhaus utilise un taux d'actualisation de 5% pour estimer la valeur présente du flux de dommages futurs induits par l'émission d'une tonne de CO2 de plus aujourd'hui. Stern, lui, utilise un taux bien plus faible de 1,4%. L'environnement est donc un sujet central, mais les théories économiques peinent à le formaliser. L'état de la planète aujourd'hui est alarmant. Toutes les données que j'ai utilisées jusqu'ici ne sont que des estimations, des prévisions qui peuvent être erronées. Cependant, lorsque ces études sont contredites par de nouvelles études, ce sont pour présenter de nouvelles données, encore plus pessimistes et non le contraire. La situation apparaît comme catastrophique. Pour certains, elle pourrait aboutir à l'effondrement de la civilisation industrielle. C'est ce que la collapsologie étudie. Ce terme est né à la suite de l'ouvrage de Pablo Servigne et Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. À l'intersection entre l'écologie, la sociologie, l'économie, la politique, l'art et bien d'autres matières encore, la collapsologie réfléchit à l'ensemble des crises qui détruiraient notre civilisation et à tout ce qui pourrait lui succéder. Le succès de cette approche montre que le sentiment d'urgence écologique n'est pas dissociable des autres dimensions, sociales, politiques, mais surtout économiques. Nous l'avons vu dans la partie précédente, la situation environnementale est des plus préoccupantes. Dans cette seconde partie, nous allons maintenant nous intéresser aux moyens d'action des acteurs économiques pour lutter contre la dégradation de l'environnement. D'un point de vue économique, la pollution est une externalité négative, c'est-à-dire une nuisance ou un dommage généré par l'activité économique sans que les acteurs qui la subissent n'en tirent de contrepartie monétaire ou d'avantage. C'est en quelque sorte un coût non pris en compte. Nous allons d'abord nous intéresser aux outils dont dispose l'État pour essayer de limiter les effets néfastes des externalités. L'État peut tout d'abord modifier le signal-prix, c'est-à-dire, au moyen de taxes ou de subventions, modifier le prix des biens et des services sur le marché pour modifier le choix des agents et les inciter ainsi à consommer de manière plus responsable et plus verte. En France, comme à titre d'exemple, on peut citer comme taxe anti-pollution la TICPE, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. C'est une taxe qui porte sur l'ensemble des produits pétroliers lorsqu'ils sont destinés à être consommés en tant que carburant ou combustible de chauffage. On peut voir sur le tableau qui s'affiche les prix de la taxe en 2018. La TICPE est calculée proportionnellement au poids ou au volume du produit au moment de sa mise en circulation. Le prix dépend également de la nature du produit et de la région concernée. Notons qu'il est plus élevé ici en Île-de-France qu'en Corse. Les taux fixés par le Parlement sont modulables au cours de l'année, en fonction de la hausse ou de la baisse des variations du cours du pétrole. En plus de modifier le choix des agents, la taxe comprend l'avantage d'apporter des bénéfices à l'État, bénéfices que l'on pourrait réinvestir dans la transition écologique. Toutefois, comme nous pouvons le voir sur le graphique, la taxe engendre des distorsions économiques importantes. Bien sûr, elle apporte des recettes fiscales, et c'est la zone blanche, mais elle restreint aussi la quantité d'échanges et augmente les prix. La perte sèche, comme nous le montre le graphique, est ici non négligeable. Bien sûr, on peut vouloir la restriction de la consommation de certains biens, et c'est même parfois le but de l'opération, en ce qui concerne la transition écologique. Mais rappelons que la baisse de la quantité échangée n'est valable que si la demande est élastique. Si la demande est rigide, c'est-à-dire que l'augmentation de son prix n'entraîne pas de diminution de la consommation, alors le consommateur risque d'être la seule victime de la taxe. C'est très précisément ce que pointent les Gilets jaunes dans leurs revendications sur la taxe sur le carburant.
étant obligés pour certains d'utiliser leur voiture pour aller travailler, ils verraient leur pouvoir d'achat diminuer en cas de hausse du carburant. Ainsi, la taxe d'un point de vue écologique n'apparaît efficace qu'en cas d'existence de biens de substitution, tels que les transports ou les énergies vertes, dans le cas de la lutte contre le réchauffement climatique, sur le marché. Regardons à présent la régulation par les quantités. Le principe ici n'est pas d'agir sur le prix, mais de limiter la production de biens et de services polluants par un système de quotas. Pour illustrer ce principe, on peut prendre comme exemple le cas de la mairie de New York, qui a décidé en 1937 de limiter le nombre de licences accordées aux taxis, les fameux taxis médaillons jaunes. La loi limitait à l'origine ce nombre à 16 900. Il y a aujourd'hui 11 237 taxis à New York. Séduisante sur le papier, cette solution est en réalité peu efficace, d'un point de vue économique. Comme on le voit sur le schéma, la régulation entraîne, comme la taxe, une perte sèche modifiant le point d'équilibre. Cela restreint l'échange autant que cela augmente le prix de la course, qui passe de 5 à 6 euros, dans l'hypothèse où il y aurait 13 000 taxis, qui feraient environ 8 millions de courses par an. Mais surtout, la régulation par les quantités crée une rente de monopole qui favorise les taxis déjà propriétaires d'une licence, ce qui n'incite pas à l'innovation et risque d'engendrer une dégradation du service. On est donc sur une mesure qui, d'un point de vue de l'efficacité économique, est peu enviable. En revanche, elle remplit son rôle écologique dans la mesure où le nombre de courses diminue bien. La dernière solution pour l'État est la réglementation, c'est-à-dire la production de normes qui rendraient illégale la mise sur le marché de certains biens jugés trop polluants. L'État le fait déjà en France, notamment pour la vente de véhicules automobiles, ou encore par le biais de nombreuses normes énergétiques sur les logements. Les normes peuvent être extrêmement nombreuses et a priori ne coûtent rien à l'État, tout en modifiant sur le comportement des agents. Pour illustrer cela, on peut prendre comme exemple la loi de 2017 sur la transition écologique, qui oblige, lors d'un ravalement, d'améliorer l'isolation d'un bâtiment. Prenons le cas d'une norme qui rendrait le double vitrage obligatoire. Comme le montre le graphique, une telle norme est un coût supplémentaire pour le propriétaire, qui peut choisir de répercuter ce coût sur le prix du logement. Ainsi, cela modifie encore une fois l'équilibre du marché et restreint l'échange. La norme comprend de plus le désavantage d'être parfois difficile à définir et risque de coûter cher à l'État qui doit contrôler son application. On s'aperçoit donc que l'État a des possibilités de limiter les externalités négatives en ce qui concerne le réchauffement climatique, mais que toutefois ces interventions entraînent des distorsions dans les échanges économiques et limitent l'efficacité du marché. Pourrait-on donc concilier efficacité économique et écologie ? La solution spontanée qui émerge des critiques précédentes est la suivante. Puisque l'État perturbe l'équilibre du marché, il faudrait faire en sorte que le marché prenne en charge les externalités lui-même et les intègre dans les transactions. Pour illustrer cette solution, prenons l'exemple du marché des quotas d'émissions. L'Europe a mis en place en 2005 un marché du carbone qui est le premier et encore le principal marché de ce type dans le monde. Le principe de fonctionnement de ce marché est extrêmement simple. La Commission européenne alloue chaque année à chaque pays une quantité de droits à polluer. Les 11 000 sites industriels concernés se voient donc remettre un certain nombre de quotas ou de droits d'émission annuels en tonnes de CO2 qu'ils peuvent ensuite s'échanger sur un marché. Une entreprise rejetant moins de tonnes de CO2 que le quota alloué peut vendre des droits à polluer aux entreprises en excédent. Par ce système, on essaye d'inciter les entreprises par le jeu du marché à limiter leur impact environnemental tout en les laissant libres d'adopter le mode de production qu'elles préfèrent. Pourquoi cette mesure est-elle inefficace ? Tout simplement parce qu'il est extrêmement difficile d'évaluer la valeur de l'environnement et donc des quotas d'émissions. La valeur d'un bien n'est pas seulement déterminée par sa valeur directe ou l'utilité que j'en retire immédiatement. Le tableau affiché nous montre que la valeur économique totale est beaucoup plus complexe. Un bien peut être préservé pour son potentiel à long terme, valeur d'option, ou parce qu'il semble par exemple très important de le transmettre à l'avenir, valeur de legs. Ainsi, pour revenir au marché des quotas, depuis son instauration en 2005, l'Europe a échoué, sans peut-être y mettre tous les moyens, à déterminer une valeur satisfaisante au CO2, et la diminution des émissions s'est révélée minime.
Le marché n'est donc efficace que s'il est capable de fixer la valeur du bien. Or, il est très compliqué d'évaluer la valeur économique totale de l'environnement, qui repose sur beaucoup d'éléments très subjectifs. La meilleure solution pour l'État est donc peut-être d'inciter les agents et à les informer sur les risques écologiques pour que la valeur des biens verts prenne de l'importance dans les échanges. Connaissez-vous le paradoxe de l'eau et du diamant? Dans son livre « Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations », paru en 1776, Adam Smith s'interroge. Il n'y a rien de plus utile que l'eau, mais elle ne peut presque rien acheter. À peine y a-t-il moyen de rien avoir en échange. Un diamant, au contraire, n'a presque aucune valeur quant à l'usage, mais on trouvera fréquemment à l'échanger contre une très grande quantité d'autres marchandises. Pourquoi, alors que l'eau est bien plus utile que le diamant, sa valeur est moindre? La réponse à ce paradoxe est apportée par Wilfrid Pareto. La valeur d'un bien dépend uniquement du désir et des besoins des contractants. Un bien n'a pas d'utilité en soi, sa valeur n'est que le fruit d'un équilibre entre le vendeur et l'acheteur au moment de sa vente. Pour lutter contre le réchauffement climatique, l'État doit donc faire en sorte que les biens naturels aient de la valeur pour les consommateurs. Cela passe par exemple par l'éducation. On trouve diverses mesures comme la Semaine européenne de réduction des déchets, dont l'objectif est de sensibiliser tout un chacun à la nécessité de réduire la quantité de déchets générés et donner des clés pour agir au quotidien, aussi bien à la maison ou au bureau ou à l'école. Cela peut aussi passer par des coups de pouce de l'État pour inciter au comportement responsable. Une loi du 30 mai 2016 met en place un code couleur ainsi qu'une note allant de A++ à D pour informer le consommateur sur les performances énergétiques du produit qu'il est en train d'acheter. Les constructeurs ont pour obligation d'indiquer sur l'étiquette les taux de performance énergétique de leurs produits. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression de fraude indique sur son site que la réduction de la consommation d'énergie des appareils électriques, notamment ménagers, constitue un des moyens d'action mis en œuvre au niveau national et européen pour préserver les ressources naturelles et de façon générale l'environnement. Elle rappelle que près de 15 millions de gros appareils ménagers, 42 millions de petits appareils et 6,5 millions d'appareils de chauffage et de production d'eau chaude par électricité sont achetés annuellement par les consommateurs français. Plusieurs catégories d'appareils ménagers sont d'ores et déjà soumises à l'obligation d'étiquetage énergétique, notamment les appareils de réfrigération, les aspirateurs, les climatiseurs, les fours et hottes, les lampes et luminaires, les lave-linges, les lave-vaisselle, les sèche-linges ou les téléviseurs. Par ce biais, l'État cherche à donner des coups de pouce au consommateur, à l'informer, pour l'inciter à consommer de manière plus responsable et à limiter son impact sur le réchauffement climatique. Ces mesures, en incitant à changer les modes de vie, vont incontestablement dans le bon sens. Cependant, le changement des habitudes de consommation et de production se fait sur le temps long et nous devons nous rendre à l'évidence. Les mesures incitatives ne permettent pas de répondre à l'urgence de la situation. Car la situation est urgente et la transition énergétique nécessite des efforts considérables. En prenant en compte l'analyse du GIEC, il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré si l'on veut éviter des conséquences désastreuses. Les engagements de la COP21 permettraient de rester sous la barre des 3 degrés, mais nous ne les respectons même pas. L'effondrement de la civilisation n'est pas inconcevable. Pour atteindre ces objectifs, le GIEC recommande aux pays européens de diminuer leurs émissions de gaz à effet de serre de 3% par an pour parvenir à une diminution de 63% d'ici 2030, dans 10 ans. En France, les émissions ont augmenté de 3,2% en 2017. C'est raté. Il demeure possible d'inverser la courbe des émissions polluantes, mais cela ne se fera pas sans des investissements importants dans la transition écologique. Selon la Cour des comptes, entre 2021 et 2030, il sera nécessaire d'investir chaque année 1115 milliards d'euros pour atteindre les objectifs de l'Union à l'horizon 2030. Cet argent sera investi dans des secteurs clés de la transition, dans les transports, le logement et les services ou le secteur industriel. Toujours selon la Cour des comptes, dans un scénario de status quo, si aucune mesure publique d'adaptation n'est prise, les changements climatiques anticipés à l'horizon 2080 coûteraient chaque année 190 milliards d'euros aux ménages de l'ensemble de l'UE, c'est-à-dire presque 2% du PIB actuel de l'Union. Retarder l'adaptation ou ne pas agir du tout pourrait faire substantiellement augmenter le coût total du changement climatique. L'immobilisme nous coûtera bien plus que la transition énergétique.
Un tel investissement dans l'économie relèverait en fait de la politique de relance, un Green New Deal en quelque sorte. Le Green New Deal est le terme utilisé par certains acteurs politiques, en particulier aux États-Unis, avec Bernie Sanders ou Alexandria Ocasio-Cortez, étoile montante de la gauche américaine, pour parler d'une relance budgétaire à visée écologique. Précisons d'abord ce qu'est une politique de relance budgétaire. Comme nous pouvons le voir sur le modèle ISLM, lorsqu'un État augmente ses dépenses publiques, l'investissement et l'épargne augmentent. La courbe IS se déplace vers la droite. Un nouvel équilibre est atteint à l'intersection avec la courbe LM, c'est-à-dire la demande et l'offre de monnaie. Ainsi, le niveau de production Y augmente au prix d'une augmentation du taux d'intérêt. L'efficacité d'une politique de relance peut être limitée en économie ouverte, la relance d'un pays étant bénéfique à un pays voisin. C'est ce qui s'est passé dans les années 80 en France, lorsque la relance budgétaire française a avant tout profité aux exportations allemandes. Cependant, une relance axée sur la transition énergétique pourrait ne pas être limitée par cela. En effet, les investissements verts ne sont pas délocalisables et un investissement en France ne devrait pas profiter à un pays voisin. Selon l'ADEME, une relance verte permettrait d'augmenter le pouvoir d'achat des Français, notamment par la création d'un nombre important d'emplois, au moins 500 000 dans les décennies à venir. Un grand problème demeure toutefois. 1000 milliards d'euros par an, c'est beaucoup d'argent, même au niveau européen. Au premier abord, financer la transition énergétique semble compliqué. En réalité, l'argent ne manque pas et les institutions européennes n'hésitent pas à dépenser pour d'autres secteurs de l'économie. En 2008, les banques centrales ont injecté des milliards de dollars dans l'économie pour empêcher les banques privées de faire faillite. De nouveau, en 2014, la BCE annonce qu'elle va créer 1000 milliards pour sauver la croissance européenne. Depuis 2015, ce sont désormais plus de 2500 milliards qui ont été créés par la BCE. Il semble donc possible de créer des grandes quantités d'argent sans que celle-ci ne perde de sa valeur. Le procédé pour y parvenir est assez technique et porte le nom d'assouplissement quantitatif, de quantitative easing en anglais. Le QE est une mesure de politique monétaire dite non conventionnelle. Concrètement, le QE consiste pour la Banque centrale à créer de la monnaie pour acheter massivement des titres détenus par des banques privées, ce qui augmente considérablement les liquidités qu'elles détiennent. En théorie, ces liquidités supplémentaires permettraient alors aux banques de prêter de l'argent plus facilement et à des taux plus bas aux entreprises et aux ménages, ce qui devrait booster l'investissement et la consommation. Ainsi, ce sont 60 milliards d'euros tous les mois qui sont créés par la Banque centrale européenne pour l'assouplissement quantitatif. Toutefois, l'argent créé n'est pas réinjecté dans l'économie réelle et demeure dans les marchés financiers. On estime que la part d'argent créé allant dans l'économie réelle est seulement d'environ 10%, contre 90% allant dans les marchés financiers. Alors, pourquoi ne pas contourner les banques privées et les marchés financiers en injectant directement ces liquidités dans l'économie réelle ? C'est ce que proposent des économistes appelant à un QE pour le peuple, qui pourrait prendre la forme d'un revenu de base pour tous les citoyens de l'Union européenne. Mais un revenu de base ne permettrait pas de financer la transition énergétique et risquerait de faire augmenter la consommation de biens polluants. Il faut donc que cet argent soit directement utilisé pour financer les projets de la transition, et c'est ce que propose le pacte finance-climat, mené par l'économiste Pierre Laroutourou, qui appelle à un plan Marshall pour le climat. Chaque pays de l'UE recevrait des dizaines de milliards d'euros pour des investissements publics et privés, grâce à la transformation de la Banque européenne d'investissement en Banque européenne pour le développement durable. Ces projets de financement par la création monétaire ont incontestablement des limites, mais l'idée à en retenir est que l'argent ne doit pas être un problème pour sortir de la crise écologique. Peu importe si les dettes augmentent considérablement sur les prochaines années, leur poids sera bien plus facile à supporter pour les générations futures que le coût de catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes. Nous avons donc la capacité d'augmenter massivement les investissements dans la transition énergétique, mais cela sera-t-il suffisant pour éviter l'effondrement de notre civilisation et rester sous les 1,5 degrés ? Se donner l'objectif de ne pas dépasser 1,5 degré de réchauffement est une avancée, mais il faut s'intéresser à la manière dont nous atteindrons concrètement cet objectif. C'est ce qu'a fait un cabinet de conseil, BL Evolution, en cherchant quelles seraient les mesures à prendre pour limiter le réchauffement climatique. Et les résultats sont édifiants. Division par 2 de la consommation énergétique par personne, chauffage limité à 19 degrés pour tous, avec mise en place d'un couvre-feu thermique pendant la nuit, la multiplication par 2 du nombre de trains ou la division par 2 du nombre de voitures, l'interdiction de la commercialisation de celles consommant plus de 3 litres au 100, la généralisation du télétravail pour limiter les déplacements, ou bien la division par 3 de la consommation de viande et produits laitiers, l'autorisation de seulement 1 kg de vêtements neufs par personne et par an, la liste continue. Les auteurs de ce rapport concluent en affirmant qu'il est peu probable que nous restions sous 1,5 degré de réchauffement, sachant que nous en sommes déjà à plus 1 degré. Toutes ces mesures tendent vers une conclusion. Il faut renoncer au mode de vie qui s'est développé depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, qui nous pousse à la consommation à tout prix et qui impose la croissance. L'idée que nous soyons obligés, à terme, de renoncer à la croissance n'est pas nouvelle.
Déjà, en 1972, le rapport Meadows lançait l'alerte. Il n'est pas possible d'avoir une croissance infinie dans un monde fini. Ce rapport prévoyait la fin de la croissance au cours du XXIe siècle à cause de la pénurie des matières premières ou bien à cause de la hausse insupportable de la pollution. Nous y sommes. Nous ne pouvons plus sauver la croissance, car celle-ci induit une hausse des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution. Si nous continuons avec la même intensité énergétique, il faudrait selon certains travaux une diminution de 3,3% du PIB mondial par an pour atteindre les objectifs fixés par le GIEC. Dès lors, il faudrait se diriger vers une société de post-croissance, comme le prônent certains intellectuels dont Dominique Méda. Mais sommes-nous prêts à accepter une telle société, à renoncer à nos modes de vie confortables qui se fondent sur la croissance ? Probablement pas. Nous voulons continuer à consommer des biens qui nous font plaisir ou faire plaisir à d'autres personnes en leur offrant des cadeaux made in China. Nous voulons voyager et découvrir le monde qui recèle de beauté et de mystère, où nous voulons continuer à savourer nos plats traditionnels et manger au fast-food parce que c'est pratique. Mais cela n'est pas soutenable. L'avènement d'une société post-croissance ne se fera pas avec une population dont la préoccupation principale est le pouvoir d'achat. La transition doit-elle alors se faire contre la population ? La demande lors des dernières manifestations pour le climat de la mise en place d'un état d'urgence écologique relève de cette logique. Fondamentalement, l'état d'urgence implique une restriction des libertés des citoyens. Et, bien que ces restrictions ne soient pas les mêmes que dans le contexte de la menace terroriste, nous avons pu constater qu'il allait être nécessaire de contraindre nos modes de vie au respect de l'environnement. Lors de situations de crise, nos gouvernements et États-nations modernes ont déjà mis en place des restrictions des libertés individuelles. Que cela soit après un attentat, une catastrophe naturelle ou pendant une guerre, nous avons déjà eu à limiter la consommation des citoyens, à rationner l'eau et la nourriture. La situation actuelle est une autre de ces crises. Seulement, nous ne sommes plus uniquement responsables de la survie d'un territoire en particulier avec un nombre limité d'habitants. Nous sommes responsables de la planète entière, de toute l'humanité et l'ensemble de la biodiversité. Il faut donc agir en conséquence. La mise en place d'une économie de guerre pourrait être la réponse à la crise écologique. En effet, nous devons de nouveau dépasser les principes fondamentaux de l'économie et abandonner la recherche du profit pour participer à l'effort de guerre. Cette fois-ci, ce n'est pas une guerre menée par une nation contre une nation ennemie, mais une guerre menée au nom de toute l'humanité pour sa propre survie. Comme lors des guerres mondiales, nous aurions une économie planifiée, mais la planification serait tournée vers la transition énergétique plutôt que vers l'industrie militaire. Les entreprises et industries seraient mobilisées pour produire ce qui est nécessaire à la transition, et toute production superflue devrait être abandonnée. Un rationnement alimentaire et énergétique serait mis en place, en appelant les ménages et les entreprises à participer à l'effort de guerre. Toute personne refusant d'y participer pourrait être condamnée pour trahison, pour écocide ou pour crime contre l'humanité. La production agricole serait transformée en profondeur, en demandant aux agriculteurs de se tourner vers une agriculture raisonnée et en incitant à l'autoproduction autant que possible. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que nous sortions vainqueurs de cette guerre pour la survie de l'humanité et pour la préservation de la biodiversité. Cette perspective ne relève pas de la société joyeuse et proche de la nature que nombre d'écologistes nous promettent. Peut-être que l'utopie adviendra après l'effort de guerre, mais elle ne se développera pas d'elle-même dans les 10 prochaines années. Cependant, comment être sûr que nous sortions de l'économie de guerre environnementale un jour ? La situation développée précédemment peut être vue comme une simple phase transitoire où l'on appelle à l'effort des populations, mais elle ressemble aussi dangereusement à une dictature verte, à un régime écofasciste liberticide qui ne sera jamais satisfait de ce qui est fait pour préserver la mère nature. Cette dictature nous semblera légitime, car elle défendra la cause la plus ancienne et naturelle, la survie de notre espèce par la préservation de son environnement. Dans cette dictature, il sera facile de diviser pour mieux régner. L'ennemi intérieur sera constitué de l'ensemble de la population. Nous serons tous et toutes des éco-criminels en puissance, nostalgiques de la société de consommation et prêts à polluer pour notre confort personnel, au détriment de l'intérêt général. Un régime autoritaire écologiste n'est pas une perspective enchantante. Mais pouvons-nous y échapper ? Sommes-nous prêts à sacrifier, de nous-mêmes, notre bien-être actuel pour celui des générations futures ? Ou bien, faudra-t-il imposer la transition écologique par la force ? Car, autre que ces deux options, il n'y en a qu'une, celle de l'effondrement de la vie sur Terre telle que nous la connaissons. La crise environnementale est sans aucun doute la plus grande crise à laquelle l'humanité devra faire face. Le constat est sans appel, notre maison brûle. Pas une semaine ne passe sans qu'un nouvel article sur un désastre environnemental ne soit publié. Les forêts s'embrasent, les dauphins s'échouent sur nos côtes, les oiseaux disparaissent de nos campagnes, des températures records sont atteintes en plein hiver, les pics de pollution se multiplient. La liste est longue et continue de s'allonger. Mais nous ne parvenons pas à prendre pleinement conscience de la menace qui pèse, et continuons de vivre comme nous en avons l'habitude, sans grande considération pour le monde qui nous entoure. Nous l'avons vu, si nous ne changeons pas radicalement nos modes de vie,
les conséquences du dérèglement climatique seront catastrophiques. Pour l'instant, ces changements sont trop lents et trop peu ambitieux. Les incitations économiques mises en place par l'État ne permettent pas de réduire considérablement nos émissions de gaz à effet de serre. En continuant de la sorte, nous n'oublierons pas d'éteindre la lumière en sortant de l'histoire. La politique des petits pas ne suffit plus. La transition doit être globale et massive. Ce n'est pas pour autant qu'il faut perdre espoir. L'humanité a accompli de grandes choses au cours de son existence. Nous sommes passés de la vie de chasseurs-cueilleurs à une vie en société, intelligente, où la science nous permet de progresser toujours plus dans notre compréhension du monde qui nous entoure. Nous étions des êtres soumis aux dangers de la nature. Nous nous en sommes rendus les maîtres et possesseurs. Nous avons traversé les mers et les océans pour nous installer et vivre tout autour du monde. Nous avons quitté la Terre et marché sur la Lune, et nous avons exploré le reste du système solaire. Rien de cela n'a été facile, et pourtant, nous l'avons fait. La crise environnementale est seulement un défi de plus que nous devons relever. Pour les générations futures, évidemment, mais aussi pour toutes les générations passées qui ont façonné notre société. Si nous n'agissons pas, tout cela sera perdu à jamais. Au sortir de la Première Guerre mondiale, Paul Valéry écrivait « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Plusieurs décennies dans l'enivrant confort de la consommation nous ont rendus trop orgueilleux, trop sûrs de notre infaillibilité. Aujourd'hui, nous autres civilisations avons oublié que nous sommes mortels. Tâchons de nous le remémorer avant que nous soyons obligés de le constater.